Bonsoir à tous, il est 18h ici à Tel Aviv, 17h à Paris, Genève et Bruxelles, midi au Québec. Merci d'être avec nous en direct et en français sur i24 News, une heure pour décrypter ensemble l'actualité de ce dimanche 21 juin. Et avant de décrypter l'actualité de ce 21 juin, fête de la musique en France, j'avais envie de dédier cette minute introductive à Parastou Ahmadi. Il s'agit d'une chanteuse iranienne. Avec un groupe de 7 artistes, elle a été condamnée à 74 coups de fouet en Iran. Son tort, avoir chanté. Chanter, vous le voyez, les épaules dénudées, chanter sans se couvrir les cheveux, chanter librement. Elle chantait sans public, vous le voyez sur cette vidéo, entourée simplement de musiciens. Cette vidéo sur YouTube a été vue plus de 3 millions de fois sur son compte. C'était en 2024. Elle avait été arrêtée une première fois, quelques jours après le concert. Et en plus de ces 74 coups de fouet, la chanteuse a interdiction de quitter la République islamique pendant 24 mois. Et évidemment, silence assourdissant des associations féministes occidentales. Alors pour terminer ces 30 dernières secondes introductives en cette fête de la musique, je vous propose simplement d'écouter Parastou Ahmadi. Et voici les titres que nous allons décrypter ce soir. Première réunion tripartite en Suisse. Autour de la table, les États-Unis, l'Iran et le Qatar. Sur la table des négociations, le Liban et le dégel des avoirs iraniens bloqués. C'est en tout cas ce qu'affirme la télévision d'État iranienne. Certains médias iraniens parlent de réunion d'urgence après les frappes israéliennes au Liban. Frappes, on le rappelle, en riposte aux attaques du Hezbollah ayant tué 4 soldats dans le sud du pays. Le Hamas, toujours bien présent en Turquie, Tsahal et le Shin Bet dévoilent aujourd'hui les visages de 5 terroristes de l'organisation palestinienne, 5 hommes qui préparaient des actions en Israël et en Cisjordanie et Judée-Samarie depuis la Turquie. Ils auraient supervisé le recrutement d'individus volontaires pour perpétrer des attentats terroristes ou passer des armes. Ici, décryptage à suivre. Qui dit campagne électorale dit nouvelle sortie antisémite ? En interrogation, il n'y a pas lieu d'avoir peur des monstres, a dit Zohran Mamdani en parlant de l'AIPAC. AIPAC pour American Israel Public Affairs Committee, l'un des groupes les plus influents aux États-Unis, pour renforcer les relations diplomatiques entre Washington et Jérusalem. Dans un discours prononcé ce week-end, Zohran Mamdani a reproché au groupe d'être responsable d'inciter à la haine et à la division du peuple américain, d'investir dans des financements occultes et d'avoir un lien dans la situation économique américaine. Et avant d'aller dans le nord d'Israël, laissez-moi vous présenter nos décrypteurs du soir. Je vais commencer par le petit nouveau. Bonsoir, Yoram Salomon, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de Roots Israël. Bienvenue sur ce plateau des décrypteurs pour cette première. Ronnie Idri, que l'on connaît, fondateur du podcast Israël Mode d'Emploi, et Mathias Inbar, notre expert défense. Vous êtes tous les trois papas. Alors laissez-moi vous souhaiter de bonnes fêtes des pères à tous les trois, puisque c'est la fête des pères en France. Et j'en profite également pour souhaiter une bonne fête à mon papa qui me regarde, qui nous regarde depuis la France. On va aller tout de suite dans le nord d'Israël pour entrer dans le vif du sujet. Allons rejoindre Jonathan Serrero. Bonsoir Jonathan, je crois que vous aussi vous êtes papa, donc bonne fête des pères. On va parler de ces opérations qui sont en cours, notamment dans la région du Beaufort, avec une trentaine de terroristes retranchés. Oui, et on va rappeler pour commencer le nom des 4 soldats, mais même des 5 soldats qui sont tombés en cette fin de semaine. Le sergent Niv Rapchouch, 20 ans, originaire de Geva Benyamin, le sergent Liav Kababia, 20 ans, originaire de Hod HaSharon, le sergent Yoav Klein, 21 ans, originaire d'Herzliya, le lieutenant-colonel Dor Gedalia Ben Simchon, 32 ans, de Beth Ashita, le commandant Nir Ben Ari, 21 ans, originaire de Kerem Mahal. Tous ces soldats sont tombés dans divers incidents qui se sont produits donc entre jeudi et samedi. Le premier incident est survenu aux alentours de 0h20 dans la nuit de jeudi à vendredi dans la région de Nabatieh, dans cette région de Kfar Tabnit où se trouve la crête
de la forteresse Ali al-Taher, un site hautement stratégique pour le Hezbollah, puisque l'organisation terroriste chiite libanaise en avait fait son quartier général de la région sud du pays du Cèdre. Il y aurait eu des combats intenses et le Hezbollah a tiré à la fois une attaque coordonnée, un tir, un missile anti-char contre un char de Tsahal et un drone explosif qui était muni d'un missile anti-char. Et ces deux armes seraient rentrées par la porte de derrière du blindé israélien et auraient tué malheureusement sur le coup les 4 soldats israéliens. Tsahal enquête toujours sur cet incident qui a coûté la vie donc à 4 soldats israélien. Dans un autre incident, celui-là survenu dans la nuit de vendredi à samedi, un drone explosif du Hezbollah a percuté une troupe de l'armée israélienne. Le commandant Nir Ben-Ari a perdu la vie dans cette attaque de l'organisation terroriste chiite libanaise et 13 autres soldats ont été blessés dans cet incident sécuritaire. Une fin de semaine donc sanglante dans les rangs de l'armée israélienne. Tsahal a riposté avec force. Tout de même, 300 cibles, infrastructures du Hezbollah ont été ciblées et détruites par l'armée israélienne. Il y a eu des combats au sol, des combats intenses, notamment dans cette forteresse de Ali al-Taher, un site hautement stratégique, des combats importants stratégiquement, il faut le souligner, Christopher, c'est ce qu'a affirmé l'échelon militaire israélien. Tsahal serait sur le point de prendre ce site hautement stratégique pour le Hezbollah qui avait été construit en 2006 après la Seconde Guerre du Liban. Et au moment où je vous parle, il y a un cessez-le-feu, l'arrêt total des armes suite à l'ordre donné par l'échelon politique à l'échelon militaire de faire taire le bruit des armes en raison donc du lancement des discussions du côté de la Suisse entre les États-Unis et l'Iran et les menaces iraniennes de tirer des missiles en direction du territoire israélien, Christopher. Oui, justement, ces discussions, elles ont pour sujet principal le Liban en Suisse. C'est l'Iran qui a réussi finalement à faire en sorte que le Liban soit le sujet majeur aujourd'hui entre J.D. Vance et notamment la diplomatie iranienne. Oui, retour aussi sur les déclarations il y a de cela quelques minutes du président des États-Unis, Donald Trump, qui a menacé l'Iran de frapper la République islamique si elle ne parvenait pas à convaincre le Hezbollah de déposer les armes. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà que demain, il y a une reprise des discussions entre représentants israéliens et libanais du côté de Washington, qu'il y a plusieurs avis qui s'opposent au sein de l'administration américaine. Il y a des pressions qui sont mises sur l'échelon politique israélien pour le convaincre de se désengager du Sud-Liban. Il y a d'autres voix au sein de l'administration américaine qui font pression cette fois sur les autorités libanaises pour voir les autorités libanaises convaincre le Hezbollah de déposer les armes. Et il y a aussi en parallèle une initiative française qui vise à faire s'accorder représentants libanais et israéliens sur un engagement commun de faire taire le bruit des armes, de faire un cessez-le-feu, d'imposer un cessez-le-feu au Sud-Liban. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, donc depuis le nord d'Israël, avec les images d'Amnon Babayev. Et on va regarder l'une des images marquantes de cette journée, c'est en Suisse, tout à l'heure. Vous voyez que le chef de la diplomatie iranienne et le vice-président américain sont ensemble dans la même pièce. J.D. Vance est au fond à droite. Le chef de la diplomatie iranienne était au début de l'écran à gauche. Une première que les États-Unis et l'Iran soient réunis dans la même pièce. Première depuis longtemps, en tout cas face aux caméras. Et sur ce dossier iranien, J.D. Vance s'est exprimé sur la question avant son départ. Je propose d'écouter le vice-président américain. C'était depuis la Suisse il y a quelques minutes. Je tiens tout d'abord à remercier le président des États-Unis qui adresse ses meilleurs vœux à tous les grands dirigeants réunis ici, car il nous a donné les moyens de trouver une solution diplomatique à de nombreux problèmes qui importent au peuple américain, mais aussi, je crois, au monde entier. L'ouverture du détroit d'Ormuz, la fin du programme nucléaire iranien, tous ces objectifs ont déjà été atteints. La question qui se pose maintenant est que pouvons-nous accomplir de plus ensemble? Pouvons-nous tourner la page? Pouvons-nous changer durablement les relations au Moyen-Orient ou allons-nous retomber dans nos vieilles habitudes? Ce que nous ne souhaitons pas, mais qui est absolument inacceptable. Le président s'est engagé à obtenir un cessez-le-feu régional complet. Nous avons trouvé d'excellents partenaires en travaillant avec le Qatar.
le Pakistan et nos amis israéliens. Nous œuvrons tous ensemble pour la paix régionale. Il y aura bien sûr parfois des désaccords sur la manière d'y parvenir, mais je suis très optimiste quant à la situation au Liban. Il reste encore du chemin à parcourir, mais nous allons poursuivre nos efforts. Mathias, je vais me tourner vers vous pour parler de cette opération autour du Beaufort. On parle d'une trentaine de terroristes retranchés. Pourquoi c'est important ? Parce que c'était stratégique, puisque l'Iran a dit ne pas être à l'intérieur du Liban. Le Hezbollah a dit qu'il n'avait pas pris d'assaut le Beaufort, et plus que des mots, des images. Et c'est un endroit particulièrement stratégique. D'abord, le Beaufort, puisque ça surplombe la vallée une vallée juste en dessous, et surtout le fait que le Hezbollah a entreposé des armes qui faisaient mal. Des armes comme de type de traditionnels, c'est-à-dire des Kalachnikov, mais également des lanceurs de roquettes, des missiles épaules qui ont été servis, qui ont été utilisés par le Hezbollah pour éventrer ce tank et tuer 4 soldats à l'intérieur. Donc ça veut dire que le Hezbollah prévoyait, avec ce type d'arsenal, non pas de faire des promenades main dans la main avec les forces à douane, mais véritablement, le cas échéant, de lancer l'assaut contre Israël, peut-être de rentrer en Israël ou pas, mais c'est une place forte stratégique, une sorte de Fort Knox souterrain qui a été découverte. Ronnie, je vais me tourner vers vous pour rebondir sur ce que disait Jonathan depuis le nord d'Israël. L'échelon politique a donné l'ordre à Tsahal d'arrêter les opérations. Est-ce que c'est une question un peu provocatrice ? Vraiment Jérusalem qui donne l'ordre à Tsahal d'arrêter, ou c'est Washington ? Parce que Donald Trump a dit que c'était lui qui décidait finalement de ce qui se passait au Liban. Il a dit, je crois, ils ont trop de respect pour moi, ils font ce que je leur dis. C'est pas Washington, c'est Téhéran qui donne les ordres aujourd'hui. C'est eux qui disent quand nous on a le droit de répondre. Ils ont fait un deal avec les Américains, ils ont fermé le détroit d'Ormuz, ils l'ont rouvert, et là ils menacent les Américains de refermer le détroit d'Ormuz si les Israéliens continuent d'envahir. C'est nous qui envahissons le Liban. Donc eux, ils envoient le Hezbollah taper sur Israël. Quand nous, on répond, les Iraniens disent aux Américains, si vous n'arrêtez pas vos conneries, les petits gars là qui font du bruit, si vous leur dites pas de se taire, eh ben nous, on fait plus la paix avec vous et on vous referme le détroit d'Ormuz. C'est eux qui mènent la danse. On a le vice-président des États-Unis qui est derrière le drapeau qatari, qui là, il parle. Ça me dégoûte. Il y a d'autres trucs qui me dégoûtent. Mais ça, je comprends pas. Et évidemment, nous, on se laisse entraîner là-dedans. Parce qu'au lieu de faire, de pas jouer la stratégie du Hezbollah, eh ben, on envoie nos enfants au Beaufort. Et on en a parlé 2-3 fois. Ça fait 3 semaines qu'on en parle. Il n'y a pas besoin d'aller au Beaufort. Les avions est sur la tronche et il y a pas. Moi, je m'en fous du Beaufort. Il n'y a pas d'intérêt. J'ai pas besoin de le garder. J'ai pas besoin de. Je sais la tronche que ça a de l'intérieur. On n'a rien à faire. C'est pas vraiment qu'on a besoin de le prendre. Et puis de toute façon, on va pas le garder. Donc ça sert à rien. Yoram, comment on en est arrivé à cette situation de ce que disait Ronnie? C'est l'Iran qui mène la danse, c'est l'Iran qui décide si Israël peut frapper, c'est l'Iran qui décide quels sont les sujets des négociations en Suisse, c'est l'Iran qui décide de bloquer ou non le détroit d'Ormuz, sachant que ce soir Donald Trump dit qu'il est l'ange gardien du Moyen-Orient. Bon, déjà, ce que dit Donald Trump aujourd'hui, on sait que ça n'a aucune importance, parce que demain, il dira le contraire de toute manière. Mais c'est surtout, en fait, le résultat et la conséquence, en fait, de certainement de beaucoup de victoires militaires, mais sans aucune stratégie politique derrière. Et aujourd'hui, on se retrouve après 2 guerres, après quasiment une capitulation, avec une solution qui n'est pas réglée, mais qui est affichée comme telle, hein, clairement, dans un grand jeu de dupes, auquel tout le monde fait semblant de croire que c'est bon, c'est réglé. Il y a un air pour moi mais j'ai vu ça, mais moi j'ai eu exactement la même sensation des accords de Munich. Un peu, tout le monde a utilisé cette image avec Chamberlain et Daladier qui étaient revenus en disant on était content, on a sauvé la paix. Mais je comprends cette sensation, et en même temps, ça rappelle aussi quelque chose, c'est que on peut reprendre les guerres précédentes aussi. On peut avoir des victoires militaires, mais Israël ne décide pas tout le temps de la sortie diplomatique
ou politique des choses. Et là, on a encore plus l'exemple. 10 secondes, Christopher. Allez-y, j'allais venir à vous. Lorsque le Hezbollah tire sur Israël ce week-end, plus de 60 roquettes et des dizaines de drones explosifs, c'est l'Iran qui donne l'ordre au Hezbollah de tirer. C'est-à-dire que lorsque l'Iran sait parfaitement que ça va semer la zizanie entre Jérusalem et Washington, c'est l'Iran qui appuie sur le bouton des violences et c'est l'Iran qui appuie sur le bouton « attention, je menace ». Donc en fait, de dire que c'est le Hezbollah qui a tiré, déjà c'est une erreur et malheureusement, mes confrères à l'international font la même erreur. Mais j'ai en tête, puisque vous parlez, vous êtes spécialiste d'image aussi, si je ne me trompe pas, Yoram. Vous savez ce à quoi ça me fait penser? Le premier qui avait contesté l'image de Barack Obama qui s'était, entre guillemets, baissé face au roi Faisal à l'époque d'Arabie Saoudite, c'était Donald Trump, en disant « les États-Unis ne se courbent pas devant les Saoudiens ». Aujourd'hui, vous avez dans une salle Galibaf, le chef du Parlement, qui ne veut pas rentrer pendant que les Américains sont là. Or, vous avez qui? J.D. Vance, qui est présent. Donc, l'Iranien ne rentre pas, mais l'Américain y est. Deuxième problème, vous avez Arakchi, le chef des affaires étrangères, qui refuse catégoriquement de serrer les mains. Et vous avez J.D. Vance qui serre des mains un petit peu de partout. Et vous avez un J.D. Vance qui se cherche. Regardez, il cherche la caméra, il cherche du regard où ça se passe. Et ça me fait penser justement à l'image de Barack Obama qui se baissait un petit peu face aux Saoudiens. Finalement, Donald Trump n'arrête pas de dire que le mal était Barack Obama, mais à force de dire que le mal était Barack Obama, il y a un effet boomerang et ça arrive dans l'autre sens. Pendant qu'on apprend que ce premier cycle des négociations en Suisse est terminé, en tout cas pour aujourd'hui, après seulement quelques heures. Le fait justement que ce soit J.D. Vance qui mène ces négociations pour les États-Unis, sachant ce qu'il a dit sur Israël encore cette semaine, sachant les positions aussi qu'il avait sur les démocrates, disant que ses démocrates préférés, c'était il y a longtemps, c'était en 2018-19, je crois, on a vu la séquence tout à l'heure, il disait que c'était Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, ses préférés, les plus anti-Israël des démocrates. C'est un message aussi envoyé? De toute façon, on connaît les positions de J.D. Vance sur Israël. C'est pas un amoureux du sionisme. On est d'accord, on le connaît. Mais bon, le fait qu'ils remettent en place le Premier ministre israélien à la télé en lui disant calme-toi, qu'il attaque les ministres. Mais le problème, c'est qu'on a un gouvernement de nuls. C'est qu'on a un Premier ministre qui s'est entouré de gens qui sont pas qualifiés pour faire le boulot. Il n'y a personne. Il les a tous virés parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui lui faisait un petit peu qui l'embêtait un peu, il les a tous virés. Et donc, on a dans le cabinet de la sécurité israélienne, il n'y a que des gros nuls. Et donc, ils disent n'importe quoi. Ils vont aller à la télé, on a des Smotrich et des Ben Gvir qui sortent, qui vont cracher sur le Premier ministre, sur le président américain à la télé. Donc évidemment, ils vont répondre. Ils sont pas cons non plus. Et on passe vraiment pour des losers. Et ils ont attaqué le Liban. Ils ont attaqué le Liban, pas le président. Ils ont attaqué le Liban, pas le président américain. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un problème de diplomatie. On sait que répondre. Il y a 2 semaines, tu m'avais demandé est-ce que nous, les Israéliens, on est amoureux de la guerre? On en avait parlé. Est-ce qu'on est amoureux? En fin de compte, on n'a pas de gouvernement qui sait faire autre chose. C'est-à-dire, en fin de compte, on a Tsahal qui sait donner des cibles et ils disent frappez-la, faites ça parce que c'est leur boulot. Et on n'a pas de gouvernement derrière qui sait traduire ça en résultat diplomatique. Je voudrais rebondir sur ce que dit Ronnie parce que je pense que c'est vraiment ça. On paye aujourd'hui un manque de vision politique et qui est très compliqué parce que la situation ici est hyper complexe. Mais justement parce qu'elle est hyper complexe, elle demande que les actes ne soient pas que fonctionnels, ne soient pas que militaires, mais qu'on puisse se dire qu'est-ce qui va créer quoi, qu'est-ce qu'on veut exactement. Et on a l'impression vraiment de naviguer à vue, sans savoir exactement ce qui peut se passer demain. Et déjà qu'on n'a pas notre sort complètement entre les mains, puisqu'aujourd'hui, c'est les États-Unis ou l'Iran, effectivement, mais on décide de pas grand-chose. Donc on a l'impression d'être encore plus isolés, nous, je parle israélien, par ce manque de vue. Il n'y a personne qui sait où on va. On est isolé, on n'a plus personne avec nous. On a presque le gouvernement américain qui est en train de lâcher Netanyahou, puisque de toute façon, Trump, il fait des deals. Il sent
il sent que Netanyahou, il va perdre les élections. Ouais. Il le voit venir. Donc, moi aussi d'ailleurs. Donc, il va le lâcher. On s'est fait lâcher par tous les Européens. Il nous reste qui? Le Somaliland? Je sais pas. La Grèce, on va en parler. La Grèce? On va en parler tout à l'heure. Pour clôturer ce dossier, je vous propose de donner la parole à ceux qui sont parmi les plus concernés, si ce n'est les plus concernés, les habitants du nord d'Israël. Regardez ces quelques réactions recueillies dans plusieurs villes du nord du pays. Il y a une brève accalmie, mais les combats ne s'arrêtent jamais, sans cesse. Et c'est inquiétant, car nous luttons, nous combattons au sud Liban, mais nous n'avons pas la liberté d'action à laquelle nous avons droit. Nous devrions avoir plus de liberté pour les frapper autant que possible. Il est impossible de les éliminer, mais nous devons les affaiblir et leur permettre de retrouver une vie normale. Toute la nuit, nous avons entendu des explosions et nous étions un peu optimistes en entendant parler d'un cessez-le-feu, mais tout continue comme si de rien n'était. On entend des détonations assourdissantes et la vie suit son cours. Espérons que des jours meilleurs viendront. J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir une escalade, mais je n'en sais rien. J'espère que tout ira bien. Plus que tout, j'espère que nos soldats rentreront sains et saufs et que cette guerre prendra fin. J'ai l'impression que ce ne sont que des promesses en l'air. Enfin, ça suffit. J'en ai assez d'entendre ça. Allez, on va revenir à présent sur ces nouvelles éliminations à Gaza. Tsahal a annoncé aujourd'hui avoir éliminé au moins 2 responsables financiers du Hamas. La frappe date de mercredi dans le sud du territoire. 2 hommes qui auraient contribué au transfert de plus de 500 millions de shekels, soit environ 127 millions d'euros. Et un tireur d'élite du Hamas aurait également été éliminé. Il officiait également comme photojournaliste pour la chaîne qatari Al Jazeera. Mathias, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces opérations donc dans la bande de Gaza qui se poursuivent? Déjà, c'est l'utilisation, encore une fois, mais ça, je ne rajoute rien, des médias ou du monde de la santé aussi par le Hamas. Et c'est d'un cynisme monstrueux. Et au-delà de ça, ça montre que le Hamas se réarme. Le Hamas, on n'en parle pas assez, et pourtant c'est le cas, le Hamas se réarme, même s'il perd du terrain, puisque Tsahal a réussi pour l'instant à obtenir entre 60 et 70%, c'est-à-dire que Tsahal grappille du terrain, mais le terrain qui est contrôlé par le Hamas, il est contrôlé de main de fer. Et les milices, toutes confondues, n'y arrivent pas. Elles sont véritablement trop faibles face au Hamas. 500 millions de shekels, au lieu de les utiliser au déblaiement ou à Un hôpital, une école, ou tout simplement à peut-être reconstruire une partie du territoire qui est géré par le Hamas, eh bien tout simplement sert à se réarmer. Et le gros problème, c'est que Tsahal ne peut pas être de partout. Et qu'aujourd'hui, vous avez un Hamas qui utilise toutes sortes de techniques. Il y a des camions, où parfois il y a des camions qui passent. Il y a des mini-drones qui passent entre l'Égypte et Israël. Il y a parfois même des drones qui font le tour Égypte, Israël, et qui arrivent dans la bande de Gaza avec des composants qu'Israël ne peut pas se permettre d'avoir entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza. On n'a pas un deal avec la Turquie et l'Indonésie qui étaient censés les désarmer? Ils sont où ces gens-là? Vous avez... Je sais que c'est cynique, mais... C'est n'importe quoi. Je sais que vous voulez en parler. De la Turquie, on va en parler tout à l'heure. Peut-être un mot, Yoram, sur le fait qu'un photojournaliste d'Al Jazeera le jour, tireur d'élite du Hamas la nuit, était éliminé. Évidemment, on sait que ça va provoquer des indignations. Ouais, c'est bien, je veux dire, il a trouvé de jobs, certainement. Il y en a aucun qui est assez bien payé, donc je suppose que... voilà, mais bon, global, c'est presque anecdotique, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, le Hamas, que ce soit par Al Jazeera ou que ce soit par autre chose... En fait, ils ont tellement plus rien à perdre, ces gens-là, que c'est tellement devenu facile pour eux de recruter n'importe qui, parce que quand on n'a rien à perdre, on a tout à gagner à essayer aller se battre. Donc je pense qu'aujourd'hui, un journaliste d'Al Jazeera, aujourd'hui, sa vocation, c'était d'être journaliste de base, mais aujourd'hui, il prend les armes. Parce qu'il était terroriste avant. Ah, ok. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont recruter justement... Il a une formation de sniper, il a une formation de combattant / terroriste, et le Hamas sur le terrain. utilise justement pour filmer les soldats. Donc la vocation de journaliste... Normal.
Mais la vocation de journaliste en soi est plus importante à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, Mathias, c'est que finalement, aujourd'hui, le Hamas est en train de se réarmer, il est en train de recruter aussi. Il y a beaucoup de militaires, de combattants, de terroristes du Hamas qui sont tombés. On n'a pas moins aujourd'hui de personnes qui vont reconstituer toutes les combattants du Hamas. Et on peut se demander 2 ans et demi, 3 ans après, qu'est-ce qu'on a fait ? Victoire totale, ça s'appelle. La victoire totale. On va revenir évidemment sur cette situation sécuritaire avec le Hamas présent, donc évidemment à Gaza, en Cisjordanie, Judée, Samarie, mais également en Turquie avec une cellule terroriste qui a été dévoilée par l'armée israélienne. On reviendra ici sur ces nouvelles élections législatives en Israël. Officiellement, elles doivent se tenir le 20 octobre. Elles pourraient être avancées de quelques jours si la Knesset était dissoute cette semaine. La plupart des chefs de parti du bloc de Netanyahou sont pour une dissolution dans les prochains jours. L'objectif à empêcher l'adoption de lois ultra-orthodoxes qui nuiraient à la crédibilité du gouvernement selon ces partis. On y reviendra juste après une courte pause. Décryptage à suivre en direct et en français sur i24 News. Dans la seconde partie des décrypteurs, on parlera aussi de cette nouvelle sortie, vous le voyez, de Zoran Mamdani. Reste avec nous, on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Le monde parfait. Ok, malheureusement, ce monde n'existe pas. Mais la Vileda Proclean, si. Les enzymes éliminent la saleté et gardent votre éponge hygiénique. Nouvelle Proclean, par Vileda. Ne repoussez plus vos travaux pour un problème de budget. Avec Brico Dépôt, lancez-vous pour couper, casser, peindre, raccorder, percer. Des prix bas et du stock avec Brico Dépôt. Allez, aux travaux! Place au Lion. Nouvelle Peugeot i308, éligible au leasing électrique dès 199 € par mois et jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Les salades sont ici, brocolis. Bonjour, pardon. Excusez-nous. Vous n'étiez pas au courant ? Le thème, c'était les légumes. On a fait une visio à ce sujet. J'ai raté la visio. J'ai eu une coupure internet chez moi. Parce que là, niveau nutritionnel, le doc, c'est pas top. Il y a quand même de la salade. Désolée. Sinon, chez SFR, pas de problème. Avec Internet Garantie, vous basculez votre connexion en 4G en cas de coupure. Ah, c'est pas mal ça. SFR, on s'engage pour vous. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jamy Group. Real Estate Opportunities.
Besoin d'être toujours connecté à l'actualité? Reportages, débats, interviews, analyses d'experts. Accédez à tous nos programmes où que vous soyez depuis votre téléphone, votre tablette ou votre Smart TV. Partout, tout le temps, avec l'application i24 News, retrouvez la chaîne en direct et en replay, les articles et analyses. Alors ne perdez pas une minute, téléchargez dès maintenant l'application i24 News. De retour en direct et en français sur i24 News. Merci d'être avec nous. Sachez que vous pouvez vous aussi décrypter sur l'actualité sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre compte Twitter, notre compte X, et sur notre page YouTube également. Il y a une section chat et vous êtes toujours très nombreux à réagir. Merci de votre fidélité à i24 News en français. On va revenir dans cette deuxième partie sur ces révélations de Tsahal et du Shin Bet, des attentats terroristes organisés depuis la Turquie. L'image que vous voyez, ce sont donc ces 5 personnes, 5 cadres du Hamas qui, depuis la Turquie, observaient notamment les recrutements de terroristes ou d'apprentis terroristes. Mathias, qu'est-ce qu'on sait sur cette cellule qui opérait directement depuis la Turquie? Elle a été créée à la base, cette branche, ce qu'on appelle la branche Judée-Samarie-Cisjordanie, par Salah al-Armouri, qui était le numéro 2 du Hamas, qui a fait ses premières gammes dans le village de Hamoura, c'est-à-dire proche de Ramallah, dans la branche armée du Hamas, qui ensuite était allé à Damas pour créer le bureau du Hamas à Damas. Et ensuite, pendant la guerre civile de 2011, eh bien, lorsque le Hamas était en désaccord avec Bachar al-Assad à l'époque, ils sont allés en Turquie pour créer justement cette branche. C'est à partir de là qu'ils ont fomenté des tonnes d'attentats, dont notamment l'enlèvement et l'assassinat des 3 adolescents en 2014. Et il a été éliminé, Salah al-Armouri, par Israël lorsqu'il était à Beyrouth après le 7 octobre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, et j'étais dans l'avion avec Benny Gantz lorsqu'il était ministre de la Défense, lorsqu'on était à Ankara, eh bien, à la conférence de presse, une question a été posée selon laquelle que pourrait faire la Turquie contre le Hamas, justement, puisque l'Israélien, quand même, le ministre de la Défense était là. Réponse de Recep Tayyip Erdogan, next. Donc en fait, il ne s'est jamais engagé, le dictateur ou le président, comme on voudra, je vais appeler le président parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, le président turc, il ne s'est jamais engagé à contrer le Hamas. Pire, il a laissé faire l'IHH, qui est un organisme islamiste, pour envoyer notamment des flottilles contre Israël. Et aujourd'hui, vous avez un Recep Tayyip Erdogan qui se positionne en faiseur de paix, en faiseur de roi, d'un côté avec la Syrie Al-Shara, de l'autre en étant garant, pour répondre à ta question tout à l'heure, Ronnie, en étant garant du désarmement du Hamas, dont on sait pertinemment que rien ne se passe. Finalement, Ronnie, c'est pas une surprise, des cadres du Hamas actifs en Turquie, et Israël ne peut pas opérer en Turquie. C'est clair, on sait où ils sont. Ils se barrent en Turquie ou ils se barrent au Qatar. C'est comme les Américains qui vont demander aux Pakistanais de les aider pour discuter avec les Iraniens. Les Pakistanais, c'est grands amis des États-Unis qui ont planqué Bin Laden. Enfin, c'est n'importe quoi. Tout le monde, c'est la charade. Tout le monde sait tout. On n'entend pas beaucoup Mélenchon là-dessus, sur ça. C'est un pays de l'Union européenne, la Turquie. Non, pas encore. Pas encore. Non. De l'OTAN, mais pas du l'OTAN. Rejeté par Bruxelles. Ils font partie de l'OTAN et personne, rien. Et on sait très bien que quand c'est la Turquie qui se porte garant de ce qui se passe dans la bande de Gaza ou l'Indonésie, peut-être l'Indonésie est plus comment dire, plus confiante. On peut faire plus confiance, je pense, peut-être à l'Indonésie, mais là c'est une opinion personnelle. Est-ce qu'il faut craindre vraiment la Turquie, au-delà même de ces cadres actifs du Hamas, quand on entend aussi, Mathias le disait, ces discours très belliqueux de Recep Tayyip Erdogan? Ouais, je ne pense pas qu'il faille la craindre plus que ce qu'on la craint déjà en termes d'opposition. Bon, il y a beaucoup de...
Ça fait un moment déjà que la Turquie est devenue une plateforme militaire d'entraînement stratégique, politique, idéologique. Bon voilà. Ce qui m'a inquiété de plus, en fait, c'est ce qui est devenu le Hamas aujourd'hui. C'est-à-dire que le Hamas avant c'était Gaza. Aujourd'hui, le Hamas c'est un réseau qui commence et on voit il y a des opérations qui ont été déjouées en Allemagne il y a quelque temps. On sait que le Hamas est en train de devenir, en fait, ça le prouve, en Turquie, au Qatar, etc., un mouvement qui peut avoir des assises dans plusieurs endroits dans le monde. Et donc, ça me fait penser un peu aussi à la stratégie finalement de l'OLP. Il y a, quand l'OLP a été chassé de Jordanie et après du Liban, etc., bon, ils ont trouvé des assises ailleurs et c'est ce qui est en train de se passer. Donc finalement, aujourd'hui, Gaza, c'est un territoire, mais ce n'est pas le seul territoire où... et la Turquie fait juste le job pour le Hamas. Voilà. Mais il y a une époque, on avait de la diplomatie encore avec la Turquie. Oui, le président turc. On travaillait avec les Turcs. Parce que l'armée israélienne s'entraînait, l'armée de l'air s'entraînait en Turquie. On avait une base de l'armée de l'air. Le point de rupture, il est en 2010 avec le Mevi Marmara, envoyé justement quasiment avec l'acquiescement de Recep Tayyip Erdogan à l'époque. Et je me trompe s'il y a encore des échanges commerciaux entre Israël et la Turquie. Il y a encore des échanges commerciaux, mais extrêmement faibles. Okay. Notamment on sait que les Turcs vendent énormément de fer, notamment parce que ce sont des experts en la matière. Et nous, on y va. Pour les cheveux. Je suis pas sûr qu'il y a encore beaucoup d'Israéliens qui aillent se faire refaire les cheveux, si je peux dire, en Turquie. C'est quelque chose. C'est attirer les cheveux que je n'ai plus. Voilà. Peut-être quoi, la prochaine étape, Mathias, reportage exclusif en Turquie. Parfaitement. Évidemment, vous êtes parfait, Mathias. La dissolution de la Knesset, à présent, dissolution de la Knesset qui pourrait arriver cette semaine. Plusieurs chefs de parti de la coalition feraient pression sur Benjamin Netanyahou pour dissoudre le Parlement israélien. En cause, les lois ultra-orthodoxes qui ne passeraient pas dans l'opinion publique. C'est ce qu'affirment plusieurs sources ce soir, notamment chez nos confrères de la chaîne 12. Yoram, on y va vers la dissolution de la Knesset. Est-ce qu'il faut dissoudre la Knesset pour empêcher toutes ces lois ultra-orthodoxes, entre guillemets? Il faut surtout qu'il y ait des élections, c'est ça qui serait bien. Dissolution ou pas, c'est que le jeu politique et le jeu démocratique refassent surface, ça serait pas mal. Qu'on puisse avoir une réflexion aussi à un moment ou à un autre, je sais, sur le système électoral dans lequel on est, qui, à mon avis, aujourd'hui est devenu obsolète en Israël, parce que la preuve, ça fait entre les élections à répétition, les blocages institutionnels qu'on connaît depuis une dizaine d'années. Je pense que tout le monde est fatigué, tout le monde a besoin qu'il se passe quelque chose. Et je sais pas si on peut être dans une pire situation qu'on l'est déjà, tellement on est isolé, tellement les Israéliens sont fatigués. Et malgré tout, on fait appel à notre résilience constamment. Ce mot résilience, il commence à me casser la tête tellement je l'entends. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui amène en tout cas une politique neuve. Je ne sais pas qui encore ou comment, mais en tout cas, on n'y est pas aujourd'hui. Donc oui, les élections, oui. C'est pas fatigué, c'est intenable, c'est insoutenable. 3 ans de guerre, et on a un gouvernement. On a eu 4 morts là cette nuit, avant-hier, hier. On a eu hier et aujourd'hui, on a eu des enterrements. Et on a un membre du gouvernement qui, ce matin, au lieu d'aller aux enterrements, au lieu d'aller regarder en face les parents des gens qui ont perdu leurs enfants au Liban, que eux, ils ont envoyés, c'est eux qui les envoient. Où il est allé, le Golknouf, là, qu'on vient de voir, où lui, il est allé ce matin? Ce matin, lui, il a décidé d'aller voir les déserteurs, ceux qui ont été pris, les enfants des ultra-orthodoxes, qui ont été pris parce qu'ils préfèrent mourir plutôt qu'aller faire le service militaire. Et bien lui, il a été les voir eux, et pendant 1 heure, il nous a pris la tête à la radio parce que la bouffe, elle était dégueulasse là où il y avait ces gens-là. C'est pas qu'on est fatigué, c'est que ça me rend fou que ces gens-là, ça soit le gouvernement israélien, et je suis pas le seul Israélien à devenir, mais t'as le sang qui bout à la fin. Parce que quand on voit tes enfants à l'armée et que eux, ils ont la chutzpah d'aller se plaindre des déserteurs, mais
c'est pas qu'il faut dissoudre le gouvernement, c'est qu'il faut tous les foutre à la porte. Je m'excuse, mais ça me rend fou. Pour l'instant, le langage était châtié, qu'on parle la semaine dernière. Qu'est-ce que cette situation dit de la coalition? Qu'une partie de la coalition appelle à dissoudre le gouvernement contre, en quelque sorte, l'autre partie de la coalition? Mais parce que ça montre juste qu'il n'y a pas de coalition, en fait. En fait, c'est une coalition, c'est pas une coalition politique, c'est une coalition opportuniste. Et c'est de ça dont je parlais tout à l'heure avec le système électoral, qui aujourd'hui ne favorise pas le programmatique, ça favorise juste les jeux d'alliance. Et ça, il faut pas se leurrer, ça a toujours fonctionné comme ça en Israël. Il y a eu des grands camps. Je crois qu'il n'y a jamais eu aucun parti politique à gagner avec 50% les élections. Mais il y avait des grandes directions programmatiques, idéologiques. Et aujourd'hui, la programme. Alors c'est pas vrai. Il y a une vraie programmation idéologique. Je suis pas sûr qu'elle aille dans le bon sens de notre futur, mais cette coalition, elle a rien de. Les gens qui sont dans cette coalition n'ont rien en commun. Et voilà, ça me parle pas du tout, quoi. On va aller faire un petit détour par la France, puisqu'on le disait, c'est le 21 juin aujourd'hui. 21 juin, synonyme de fête de la musique, une fête de la musique caniculaire aujourd'hui. Anna Papiachvili, on a été assez méchants avec vous. On vous a demandé de quitter les studios climatisés d'Actu24 News pour aller à cette fête de la musique israélienne, un événement que certains députés ont voulu annuler. Comment ça se passe dans cette fournaise parisienne? Oui, alors malgré la chaleur, déjà plusieurs centaines de personnes sont réunies ici sur la place Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris, avec beaucoup de joie pour fêter cette fête de la musique ici aux couleurs israéliennes. En ce moment sur scène, on a une DJ israélienne qui s'appelle Vanouchka, qui est en train de jouer de la musique pour faire danser les gens ici malgré la chaleur. On a des éventails, on a de l'eau, il y a de tout ici justement pour pouvoir éviter les coups de chaleur. Et il y a évidemment la sécurité aussi très importante ici, beaucoup de sécurité, et parce qu'on sait que malheureusement il y a eu des menaces de boycott et de demandes d'interdiction aussi de cet événement. On va en parler un peu avec l'une des organisatrices qui s'appelle Céline Dorfin, qui est la présidente de l'association The Truth, parce que c'est cette association qui a décidé pour la 3e année consécutive d'organiser cette très belle fête de la musique aux couleurs d'Israël pour montrer autre chose que les enjeux politiques de ce pays, mais aussi montrer la diversité culturelle d'un pays très jeune, niveau culture aussi. Bonjour, alors on est là aujourd'hui, on a un message clair, on a envie de dire à Israël qu'on l'aime déjà. Donc tous les gens qui vont venir aujourd'hui, c'est déjà un message d'amour. Et on a décidé de le faire sous le prisme de la culture et de la musique israélienne, pour montrer au monde que Israël, c'est pas qu'un débat géopolitique, c'est pas que la guerre, c'est aussi un peuple qui vit, qui aime, qui danse, qui crée, qui innove et qui fête même pendant la guerre, dans les abris, et qui a envie de vivre. Pendant que eux ils détruisent, nous on a envie de construire et on a envie de vivre. Et voilà, c'est le meilleur message qu'on avait à leur donner aujourd'hui. Quelques mots sur la programmation. On sait qu'il y aura un chanteur israélien très attendu par le public, j'ai entendu. Alors, on a des super DJ, on a Hébert, musique, on a Vanouchka qui est une DJette, on est hyper fiers. C'est des franco-israéliens. Et on a Tal Vaknin, que tout le monde attend, qu'on a eu l'année dernière également. Et on a aussi Imri, le chanteur du sel et du miel, avec le rôle principal féminin aussi. Ils vont chanter en duo. Et il faut le dire, Céline, on a aussi vu des manifestants iraniens qui sont ici avec nous. Et qui, parce qu'Israël est toujours avec eux, ils ont décidé de venir aussi supporter Israël aujourd'hui. Et on voit les gens qui dansent, on voit aussi des responsables du Magen David Adom, parce qu'il y a aussi évidemment beaucoup de solidarité envers Israël grâce à ce concert. Bien sûr, alors on a invité les Iraniens, mais en fait on les invite plus. Ils sont tout le temps avec nous. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on travaille ensemble. Et on va d'ailleurs passer des sons iraniens, on a vu ça avec Mona. Et ils vont être avec nous, ils sont solidaires comme nous on est avec eux. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on va en profiter, on va aller danser un petit peu. Merci à Arnaud Pétier pour les images, évidemment, de cette magnifique fête de la musique aux couleurs bleu et blanc, aux couleurs d'Israël. Ouais, ça fait plaisir de voir ces drapeaux israéliens en plein Paris. Profitez bien de la fête malgré la fournaise. On voit tous ces éventails.
Anna Papiashvili, la seule et l'unique en direct donc de Paris. On va de Paris, allons aux États-Unis. On va revenir sur cette nouvelle sortie de Zohran Mamdani. C'était lors d'un rassemblement électoral en vue des élections de mi-mandat aux États-Unis. Il n'y a pas lieu d'avoir peur des monstres, a dit Zohran Mamdani en parlant de l'AIPAC. AIPAC pour American Israel Public Affairs Committee, c'est l'un des groupes les plus influents aux États-Unis pour renforcer les relations diplomatiques entre Washington et Jérusalem. Dans un discours, prononcé ce week-end, Zohran Mamdani a reproché au groupe d'être responsable d'inciter à la haine et à la division du peuple américain, d'investir dans des financements dits occultes et d'avoir un lien dans la situation économique du pays. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle sortie? Critiquer l'AIPAC, évidemment, c'est possible et tout le monde doit le faire, peut le faire. Mais là, de parler de monstres, ça rappelle un peu ce qui est reproché à Yoav Gallant, qui avait dit, en parlant des terroristes du Hamas, ce sont des terroristes humains. Et on l'avait reproché et c'est utilisé dans le procès contre Israël pour génocide. Déjà, la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, on avait parlé de pourquoi on était contre les Knicks et pour les Spurs. Voilà, là, on a la preuve. Ce gars-là, il est avec le maillot des Knicks et il est en train de nous parler des Juifs. Ces gens-là, à part la petite blague, ils avancent à visage découvert. Ils n'ont plus peur. C'est Mamdani, Mélenchon, même combat. C'est l'extrême gauche qui s'allie à l'islamisme. Il n'y a pas d'autre terme. Et qui sont en campagne. Et qui c'est la cible de cette campagne, de ces campagnes, en France comme aux États-Unis? C'est les Juifs. Et ça marche. Alors pourquoi s'en priver, puisque ça marche? L'antisémitisme est devenu un argument de campagne, presque, aux États-Unis, parce que depuis qu'il est élu, Zohran Mamdani a été assez discret sur la question du conflit israélo-palestinien. Il y a même des Juifs qui ont voté pour ce gars-là. Aux États-Unis, c'est le glissement aujourd'hui de 2026. Là où on avait une Amérique sur laquelle, là où on avait en tout cas la principale communauté juive au monde avant que ça soit Israël, mais où on était safe, où on savait qu'être juif c'était pas un problème. Aujourd'hui, on a une guerre idéologique qui est en train clairement d'avoir lieu et dans laquelle on est en train de perdre du terrain, c'est-à-dire une position sur laquelle être juif n'était pas un problème. Aujourd'hui, c'est exactement le même levier qui est utilisé. Et les monstres, évidemment, ça ne désigne pas les juifs, entre guillemets, ça désigne ceux qui supportent le régime génocidaire israélien. C'est toujours la même sémantique. Mais quand il parle de l'AIPAC, tu vois, c'est les protocoles de Sion. Oui, c'est ça. C'est les juifs derrière qui tirent on ne dit pas encore juif, parce que mais peut-être qu'on le dira dans quelques mois encore. Le sionisme, l'AIPAC. Mais l'AIPAC, c'est forcément le premier pourvoyeur de fonds d'Israël. Donc forcément, on y est. Et aujourd'hui, à s'attaquer à l'AIPAC, c'est s'attaquer aux Juifs, tout simplement. Et encore une fois, c'est comme vous disiez, on peut critiquer la politique de l'AIPAC ou pas, comme on peut critiquer la politique de l'État israélien, du gouvernement israélien, sans pour autant verser dans l'émotionnel ou dans la caricature antisémite. Et là, le mot monstre, il prend toute la dimension. Et Mamdani, il fait son job, hein. Il fait son job idéologique et il est en train de le réussir. Hein. Mathias, peut-être une question sur l'avenir des démocrates. Ce genre de discours semble séduire les jeunes démocrates. On voit de plus en plus de démocrates qui prennent le parti de ce discours. Quand on voit une forme de dépendance encore aujourd'hui d'Israël aux États-Unis, c'est un danger pour la sécurité d'Israël? Ça me fait penser à la question qu'on se posait à l'époque au moment justement de l'extrême gauche qui prenait de plus en plus de force en France. Et les gens se sont complètement trompés. C'est-à-dire qu'on disait que ça va être un raz-de-marée des jeunes auprès de l'extrême gauche en France. Et on se rend compte que pas autant que ça, en fait. Donc il va falloir peut-être un tout petit peu avoir de recul, parce que de dire que la jeune garde démocrate d'extrême gauche séduit, oui, mais pour l'instant, ça reste un noyau. Attention, et là je rejoins ce que disait Yoram, le glissement est en train d'avoir lieu. Il va falloir peut-être récupérer les campus universitaires, parce que c'est là-bas justement que ça se joue. Les universitaires américains sont connus pour malheureusement avoir une sorte de fourre-tout culturel. Où je prends l'exemple notamment à l'époque où en relations internationales à UCLA, l'université américaine, on leur posait la question en dernière année de savoir qui était le Hamas et la plupart disaient Hummus is a plate.
Donc il y avait un gros problème de culture générale. Maintenant, c'est justement en raison de cette culture générale qui peine malheureusement dans ces campus universitaires. On parle de l'Iran, le Qatar, les frères musulmans se sont engouffrés à coût de millions de dollars pour proposer des programmes sociaux, universitaires, culturels, pour justement récupérer cette jeunesse un petit peu perdue. Attention, effectivement, c'est pas toute cette jeunesse. Alors justement, c'est tombé, mais c'est pas un peu perdu. C'est tombé. Les universités américaines, elles sont. Tu trouves pas de pro-israéliens? Si, quand même. Alors tu dois en avoir 2-3 au Bet Rabad. Oui, mais la preuve, c'est qu'aux séances de remise des diplômes aujourd'hui, il n'y a plus, cette année en tout cas, il y a une décision qui est très claire. Plus aucun étudiant n'a le droit de recevoir son diplôme s'il a un drapeau palestinien, il est tout de suite écarté. Ça, c'est les règles. Mais moi, justement, je pense que justement, la problématique, elle est liée à la jeunesse. Et ce que tu disais, Mathias, sur la jeunesse, et pour moi, elle n'est pas forcément perdue, parce qu'on est à un moment aujourd'hui, contrairement à avant, où il y a une cristallisation idéologique qui est très forte, et avec ce fameux camp du bien et camp du mal, qui est de plus en plus travaillé idéologiquement par les islamistes, par l'extrême gauche, etc., et qui met Israël, pas les Juifs, en tout cas, c'est plus malin que ça, mais Israël dans le camp du mal. Et aujourd'hui, quand tu es jeune, tu es forcément anti-israélien. Parce que dans leur tête, être anti-israélien, c'est être contre le génocide ou autre chose. Et c'est ça qui est dangereux. Contre le colonialisme, voilà, évidemment, et tout ça. Les Blancs. Dans le même registre, il y a cette autre sortie en Algérie d'une simple défaite à la Coupe du Monde face à l'Argentine, à une diatribe antisémite. Vous voyez ces propos s'afficher. Après la défaite de l'Algérie 3-0 face à l'Argentine, un journaliste a suscité donc beaucoup de réactions avec ses propos. Messi est protégé, ils l'ont reconnu eux-mêmes. Messi est protégé par le lobby juif. Ce lobby contrôle le monde. Il le dirige comme il veut, comme une mafia. C'est donc ce qu'a dit ce journaliste algérien, journaliste sportif. Alors on va en rire un petit peu, peut-être Ronnie. Le lobby juif assez puissant pour faire perdre l'Algérie face à une nation comme l'Argentine, mais pas assez puissant pour qualifier Israël au mondial. C'est ça la juiverie internationale. On est bon, mais pas aussi bon que ça. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Je comprends pas les gens qui croient encore à ça. Parce qu'on est assez puissant pour Messi, mais bon, pas pour gagner la guerre, pas pour. Dois-je le rappeler, une séquence. Mais ça fait vendre. Une séquence que j'avais moi-même réussi à trouver à l'époque, il y a 11 ans de ça, où les militaires algériens, au lieu de compter 1, 2, 3, 4, c'était une chanson, ils marchaient en rythme. Les termes, c'était Etbah, El Yehoud. On assassine du juif. Et donc, c'était en rythme. Et voilà, malheureusement, c'est culturel, et je rejoins un petit peu ce que tu disais, Yoram, c'est-à-dire, on se sert d'une cause pour lobotomiser des esprits peu éclairés, et malheureusement, ça va au-delà des idiots utiles. Je pense qu'on est bien au-delà des idiots utiles. C'est pas que peu éclairé, justement, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça dépasse même le cadre d'être éclairé ou pas éclairé, c'est émotionnel, c'est qu'on joue sur de l'émotion. Finalement, le raisonnement dedans, il est plus très, ou l'éducation n'est plus très important. La preuve, il y a des cerveaux aujourd'hui qui sont propagandistes de ça. Donc, c'est là où on voit le traitement de ce qui se passe à Gaza sur les chaînes de télévision européennes, le mot génocide. Il est passé dans la langue courante. Personne ne remet en question qu'il y a un génocide dans la bande de Gaza. Ce qui est intéressant avec le mot génocide, c'est que si tu regardes déjà dans la presse et dans les médias, il y a 15 ans ou 20 ans, on disait déjà qu'il y avait un génocide. Ça veut dire que finalement, c'est une idée ça fait longtemps qu'on essaye de la véhiculer. Et là, forcément, elle a trouvé son terreau. Et donc ça a fonctionné grâce aux images, aux réseaux sociaux, etc. Mais ça fait longtemps qu'on essaye de l'inculquer. C'est intéressant. Le génocide qui a trouvé son terreau, c'est le terrorisme qui est génocidaire. Ouais, t'as raison, bien vu. Bien vu. Voilà, l'émission a un level. Et notre maître de jeu de mots, Mathias. Alors là, maître Capello, là. Je ne sais pas qui posait la question. Je crois que c'est vous, Ronnie, qui disait tout à l'heure au sujet des États-Unis, on dit les sionistes, on dit les Israéliens. À défaut des Juifs, là, le mot juif est clairement prononcé dans cette séquence qu'on n'a pas le droit de diffuser, évidemment. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on peut tenir des propos aussi graves, aussi dramatiques Il y a certains pays, ça dérange personne. Au contraire, ça fait leur fonds de commerce. Il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas en France, ou encore peut-être, on n'ose pas, anti-sionisme.
Voilà, quoi. Mais il y a des pays où, bien sûr, les Juifs, ça a toujours été... ça marche de taper sur les Juifs. Quand il y a un problème et que c'est la faute des Juifs, eh ben, c'est pas de ta faute à toi. Et donc, c'est bien, t'as quelqu'un. T'as ta tête de Turc. Les Turcs, c'est les Juifs. C'est donc un journaliste en Algérie. Et puisqu'on parle de journalistes sportifs en Algérie, une pensée évidemment pour Christophe Blaise, journaliste sportif français. Il est otage du régime algérien depuis 755 jours et on pense à lui et à sa famille, évidemment, surtout en cet événement de la Coupe du Monde qu'il aurait aimé couvert. Il est d'ailleurs accrédité par la FIFA. Hommage donc à ce journaliste Christophe Blaise, retenu par le régime algérien. En bref, 2 cas du virus Ebola détectés en Israël. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministère israélien de la Santé. La 2e personne a été hospitalisée aujourd'hui après un séjour en République démocratique du Congo. Les autorités enquêtent pour identifier les cas contacts de ces 2 personnes. On rappelle que le virus se transmet uniquement par contact direct avec une personne présentant des symptômes ou avec du sang ou des fluides corporels et pas par des voies aériennes. Et toujours en bref, Karim Khan, suspendu du barreau britannique, l'avocat est celui qui mène les accusations contre Israël et ses responsables pour la guerre à Gaza. Il a été démis de ses fonctions à la CPI l'année dernière pour faute grave en raison de relations inappropriées avec une employée. Un rapport interne affirme qu'il y aurait des preuves de relations sexuelles non consenties avec son assistante à son bureau et à son domicile. La Cour britannique, elle, n'a pas souhaité donner plus de précisions sur sa décision. Et sur ce, c'est la fin de cette édition des Décrypteurs. Merci à Mathias Inbar, notre expert défense, Roni Edri, fondateur du podcast Israël Mode d'Emploi, et Yoram Salomon, fondateur du magazine Roots. Bravo pour cette première. Vous revenez la semaine prochaine, j'espère. Merci à vous également de votre fidélité avec 24 News en français. À 20h, heure israélienne, la grande édition avec David Neman, 21h, Regard croisé, Yeri Maman, et je vous retrouve à 22h pour l'édition du soir. Bonne soirée.